Donc, bienvenue pour ce webinaire. Donc, déjà, merci d'avoir pris du temps pour écouter Nicolas Raymond qui va vous présenter donc, les résultats de l'exercice 2021 de la société donc, Intrasens, pour lesquels il est directeur général. Le Lionel Setz, qui est directeur administratif et financier, risque aussi également de répondre à quelques de vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Je les retransmettrai tout simplement aux dirigeants. Ce webinaire va se passer un petit peu en deux parties. La première partie, ça va être un petit peu des questions-réponses. Je vais poser quelques questions à Nicolas sur l'activité donc 2021, sur notamment l'augmentation de capital qu'a fait la société l'année dernière, et puis bien sûr leurs projets et leurs ambitions pour l'année à venir, hein, pourquoi pas les années futures. Et ensuite, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je poserai bien sûr vos questions à Nicolas. Voilà. Juste avant de commencer, Nicolas, déjà bonjour. Et puis, est-ce que Bonjour vous Christian. pouvez nous rappeler comme ça, en quelques mots, bien évidemment, l'objet, donc l'activité de votre société, la société donc Intrasens. Tout à fait. Merci Christian. Bonjour à tous. Je suis enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. J'ai vu parmi les personnes connectées des noms que je connais et d'autres que je ne connais pas. Donc bonjour à tous. Euh, Effectivement, alors avant de rappeler un petit peu le périmètre de la société, on a voulu cette session interactive avec Christian, et merci Christian pour cette opportunité, merci de nous avoir invités. On a très peu de diapositives qui sont là surtout en support par rapport aux questions de Christian et des personnes connectées. Donc vraiment, c'est l'objectif, échanger avec vous et essayer d'expliquer les choses. Alors, Intrasens, Christian, en effet, on est une medtech Mhm, de l'imagerie médicale. Donc, on fait du logiciel mhm, et notre raison d'être, c'est de faire des solutions pour aider au diagnostic médical. Et donc, nos logiciels sont des solutions qui vont être utilisées par des radiologues ou par des oncologues ou par des chirurgiens. Et si je caricature un tout petit peu comment est-ce qu'on se positionne dans la chaîne de valeur, eh bien, à l'hôpital ou dans une clinique ou dans un centre hospitalier, il va y avoir ce qu'on appelle dans notre jargon des modalités, c'est des IRM ou mhm, des scanners ou des machines à rayons X. Ça va produire un examen, hein, comme un peu votre appareil photo numérique qui produit une photo. Et à partir de là, cet examen, qui souvent fait plusieurs milliers d'images, par exemple un scanner des poumons, par exemple une IRM du sein, une IRM de la prostate. Donc, à partir de cet examen, il va falloir au radiologue ou à l'oncologue des outils pour euh, traiter ces images et les visualiser. Donc nous, c'est ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'on récupère les examens de ces modalités et à partir de ces examens, on va faire des reconstructions en 3D, on va faire des détections automatiques de lésions, par exemple détection de nodules pulmonaires, on va faire des mesures de score pour l'évolution d'un patient dans son traitement thérapeutique. Donc voilà, nous, on a un petit peu l'arsenal, si on reprend la caricature de l'appareil photo numérique, on a un peu le Pen Shop Pro du radiologue. On va lui donner des outils pour afficher les images, les examens, et les outils diagnostiques. On a un dispositif médical pour prendre la bonne décision thérapeutique pour le patient. C'est ça notre métier. On produit nos solutions à notre siège à Montpellier et on les vend partout à travers le monde. d'accord. Alors, juste avant déjà, pour revenir un tout petit peu, on reviendra un petit peu après sur l'activité, mais déjà au niveau des résultats de 2021, est-ce que, bon, on a vu qu'il y avait pendant ces dernières années une très très forte croissance de votre entreprise, et puis est-ce que vous pouvez nous commenter comme ça en deux mots un petit peu les résultats de l'année passée? Oui, tout à fait. Alors, je me suis même permis, même si vous avez bien évidemment toutes les informations dans le communiqué de presse, d'avoir une diapo pour un petit peu appuyer le discours. Nous sommes très heureux d'avoir fait en 2021 une belle croissance de chiffre d'affaires, hein, de l'ordre de 22%. Mais surtout, au-delà de ça, ce qui est important, et on y reviendra, je pense, c'est regarder la tendance des dernières années. Depuis 2017, donc moi j'ai pris la direction de la société fin 2017, début 2018, on affiche une croissance d'à peu près de 90% du chiffre,
d'affaires, donc c'est une belle Mmh, croissance. mmh, Et ce que je veux dire qui me paraît important, après, bien évidemment, je peux commenter les autres agrégats financiers, mais ce qui est important, c'est que en 2018, pour ceux qui étaient déjà là en tant qu'actionnaires, nous avions dit, mais écoutez, là, on commence une première phase de croissance de la société, de restructuration de la société. Et cette première phase, on va aller chercher bien évidemment de la croissance de chiffre d'affaires, mais surtout de la profitabilité. Et on a été chercher cette croissance de chiffre d'affaires et on a été chercher cette croissance de profitabilité avec en 2020 un équilibre opérationnel d'EBITDA et en 2021 une levée de fonds et un début d'investissement pour maintenant rentrer dans la deuxième phase que sera une hyper-croissance, c'est notre souhait, notre ambition en termes de chiffre d'affaires de la société. Donc d'un point de vue chiffre d'affaires, effectivement, très content de la croissance que l'on a eue sur 2021. Ouais. d'accord. Si je reviens un tout petit peu sur la slide, là, est-ce que vous pouvez détailler un tout petit peu donc, vos cibles et puis un petit peu les critères géographiques? Et est-ce que vous n'êtes pas impacté aujourd'hui par ce qui se passe notamment en Ukraine? Voilà, ça c'est pour répondre à une question d'Yves qui déjà m'a posé tout un tas. Mais c'est vrai que bon, voilà, la situation est grave entre entre la Russie et l'Ukraine. On peut voir sur la slide que vous avez donc, vous travaillez avec la Chine, l'Europe. Donc dans l'Europe, doit peut-être y avoir la Russie et l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur sa cible et ses zones géographiques? Bien évidemment. Alors je vais expliquer un petit peu notre marché et comment est-ce qu'on adresse ce marché. Nous avons trois marchés clés. La France, le reste de l'Europe, en allant effectivement, et je vais y revenir, jusqu'à l'Europe de l'Est, la Russie, et la Chine. D'un point de vue ressources, nous avons des ressources commerciales déployées à partir de la France, qui gère la France et le reste de l'Europe. Et nous avons également une filiale en Chine avec des ressources en Chine. Nous avons cette chance d'avoir un portfolio géographique relativement équilibré entre ces trois poches que sont la France, l'Europe et la Chine. Donc ça, c'est un premier élément qui est très important. Je vais parler après de la crise en Ukraine, mais de gestion du risque en interne. Alors ensuite, on fait du direct principalement en France et en Chine. Et c'est là où nous avons des ressources. C'est donc là où, d'un point de vue opérationnel, nous avons du monde. Nous n'avons pas d'équipe en direct aujourd'hui en Europe de l'Est. C'est important de le dire. Mhm. Alors ensuite, je vais parler de l'impact potentiel Russie-Ukraine et surtout de notre stratégie à venir. Ce que l'on voit, c'est que effectivement, sur toute la partie au global Europe de l'Est, alors pas que Russie-Ukraine, mais toute la partie Europe de l'Est, ça compte pour à peu près 1 million d'euros de prise de commande sur 2021. Donc, c'est quelque chose de relativement important, certes. Néanmoins, il y a deux choses. Nous avons déjà en ce début d'année enregistré quelques commandes de cette zone. Donc ça va nous permettre de bien appréhender le premier semestre. Deuxième élément, nous ne sommes pas présents que en Russie et en Ukraine, mais également sur d'autres géographies Europe de l'Est, même si on ne sait pas encore exactement comment ces géographies seront impactées. Et Mhm. enfin, troisième élément, celui-là me paraît être le plus important, nous avons dans nos plans de développement l'objectif de développer des nouveaux pays, principalement en Europe du Sud, que serait par exemple l'Italie, Mhm. l'Espagne ou d'autres pays. Mhm. Et donc, ça veut dire que d'un point de vue mitigation du risque sur ce que pèse l'Europe de l'Est dans nos chiffres, ben, c'est quelque chose, sans savoir bien évidemment que la crise en Russie ou en Ukraine allait arriver, c'est quelque chose que nous avions anticipé pour aller chercher de la croissance sur d'autres géographies et que nous travaillons d'ores et déjà. Donc aujourd'hui, on sait bien évidemment que l'Europe de l'Est, au sens large du terme, est une part importante ou une part non négligeable de notre prise de commande en 2021. Mhm. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui de dire quel sera l'impact sur cette zone au niveau commande 2022. On le saura peut-être mieux dans 2-3 mois, mais aujourd'hui c'est relativement compliqué.
En tout cas, aujourd'hui, et nous l'avions fait en anticipation sans savoir que cette crise arriverait, nous travaillons sur d'autres zones. Et donc, ça veut dire que pour l'instant, nous ne remettons pas en cause nos ambitions de croissance intrasens, qui sera probablement à travers d'autres zones que nous travaillons. D'accord. Alors là, j'ai juste deux questions. Il y en a une en fait, qui est posée par Luc. Est-ce qu'il y a des démarches qui ont été faites dans le cadre du Ségur sur la santé lancé par le gouvernement? Et puis pour poursuivre un petit peu avec la répartition géographique, est-ce qu'il est prévu des partenariats avec notamment des acteurs américains? Donc, bref, est-ce que vous voulez, est-ce que vous avez l'ambition de, pourquoi pas, aller sur le marché américain également? Alors, sur le premier volet, qui est la dynamique qui a été mise en place par le gouvernement, on parle du Ségur de la santé, mais il y a d'autres choses. Hmm. Alors, effectivement, aujourd'hui, la santé est un domaine phare d'investissement du gouvernement, et notamment la Hmm. santé numérique. Et oui, nous suivons cela de très près. Nous sommes en contact avec les instances ministérielles et également avec les instances locales, régionales, sur les différentes possibilités de soumettre des projets. Hmm. Par rapport à ça, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des éléments euh, pour pouvoir soumettre des projets dans le cadre de développement d'innovation qui ont été mis en place par le gouvernement, que sont par exemple les projets, les soumissions que l'on appelle IDEMO ou Innov. Et nous travaillons à soumettre des projets, notamment notre projet d'innovation en oncologie, à travers ces soumissions. Enfin, sur le Ségur, pour en venir à la question très particulière Hmm. de la personne qui nous écoute, Hmm. Luc. le Ségur aujourd'hui, nous ne sommes pas directement impliqués. Pourquoi? Hmm. Parce que le Ségur correspond aujourd'hui sur les axes de développement à des éditeurs qui ne sont pas du domaine de l'imagerie diagnostique, mais plutôt D'accord. à tout ce qui est dossier patient informatisé. Donc, bien évidemment, nous suivons ça de très près. Ségur et tout le reste, nous travaillons à soumettre des projets financés dans le cadre de tout ce qui est mis en place par le gouvernement. Et effectivement, je dirais que nous avons, entre guillemets, de la chance parce que un des choix du gouvernement, ça a été de dire que l'industrie de santé et la santé numérique font partie des priorités, notamment au travers de financement, à plus de 600 millions d'euros de financement mis sur des subventions. Donc oui, bien évidemment, nous prenons tout ce qui pourra être, nous prenons en compte tout ce qui peut être pris en compte par rapport à ça. D'accord. Juste pour préciser un petit peu, il y a Robin qui vous demande, juste simplement de préciser ce que vous entendez par hypercroissance. Eh bien, notre ambition que nous avions annoncée l'an dernier lors de l'augmentation de capital, c'est à 5 ans d'atteindre 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc effectivement, en fait, on a vraiment une approche par phase. Et je suis fier de ce qu'ont fait les équipes jusqu'à présent. Donc 2018, 2019, 2020, on a travaillé sur la rentabilité, on a travaillé sur asseoir nos positions géographiques en France, sur le reste de l'Europe, en Chine. On a travaillé sur l'innovation. Et effectivement, 2021, grâce à nos actionnaires qui ont souscrit également, on a pu faire cette augmentation de capital. Et clairement, l'ambition, c'est de passer une taille critique. Nous sommes sur des marchés mondiaux. Aujourd'hui, avec la partie Europe, France et Chine, on adresse une partie du marché mondial. Et bien évidemment, le but, c'est de largement surpasser la croissance de nos marchés et être capable d'aller adresser un marché plus large. Donc effectivement, je répète, l'ambition qu'on avait annoncée à 5 ans, qui sera par de la croissance organique ou inorganique, qui est de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour en faire un référent européen dans notre domaine. D'accord. Alors juste comme on a abordé un tout petit peu cette augmentation de capital que vous avez fait au mois de juin, est-ce que vous pouvez juste donc encore un petit peu schématiser et rappeler au départ quels en étaient donc les principaux vraiment objectifs et où c'est que donc du coup vous en êtes aujourd'hui du coup? Oui, alors l'augmentation de capital, ça s'inscrit vraiment dans la lignée du développement de la société par phase.
Donc 2018-2020, première phase, on va chercher certes une croissance, qui était une croissance à 2 chiffres, mais principalement on travaille sur l'EBITDA, sur la rentabilité. Et ensuite, deuxième phase, où on va s'atteler à garder une situation financière saine, ça c'est très important, et aller chercher une hypercroissance de chiffre d'affaires. Nous avons réalisé l'augmentation de capital avec 2 objectifs d'investissement. Sachant que l'investissement chez nous, Christian, c'est bien évidemment des ressources humaines. On est une boîte de logiciels, donc c'est des talents à faire venir, soit des talents de R&D, commercial, etc. Premier axe d'investissement, l'aspect commercial. Moi, aujourd'hui, Intrason, c'est une société qui n'a pas de problème d'avoir un marché trop petit, qui n'a pas un problème d'avoir un marché, entre guillemets, non accessible, qui n'est pas à notre porte, qui n'a pas un problème d'avoir un marché où nous avons une solution qui n'y répondrait pas. Non, on a tout ça. On a un problème d'avoir assez de monde pour être capable d'adresser ce marché. Donc, le premier investissement que nous avons fait, que nous sommes en train de faire, c'est de rajouter du personnel commercial et support à la vente dans nos géographies, que sont donc la France, l'Europe et la Chine, pour croître plus rapidement. Et ça, l'objectif, c'est un retour sur investissement assez rapide. L'objectif, c'est, quand on investit dans des ressources commerciales, c'est 12 mois de retour sur investissement, à peu près. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est la partie innovation. Et là-dessus, c'est de l'embauche en R&D, afin de continuer bien évidemment à développer notre première ligne de produits qui est existante, qui s'appelle Myriam, qui est une ligne de produits en radiologie, donc qui adresse l'ensemble des besoins de radiologues. Et le but, c'est de développer une seconde ligne de produits en oncologie, où la différence, c'est qu'on aura une approche longitudinale par rapport au patient. On sera centré sur le patient avec une prise en charge du patient en imagerie médicale, du dépistage, diagnostic, suivi dans le temps, évaluation thérapeutique, etc. Donc, investissement au niveau commercial avec un objectif de retour sur investissement à peu près à 12 mois, et investissement d'un point de vue R&D, où là, bien évidemment, c'est un retour sur investissement un petit peu plus long, lors de 24 à 36 mois, pour continuer à développer notre ligne de produits actuelle en radiologie et en développer une nouvelle en oncologie, qui auront bien évidemment des synergies entre ces 2 lignes de produits. Donc l'augmentation de capital, c'est vraiment ces 2 axes, et une création de croissance à court terme et à moyen et long terme, parce qu'il faut soutenir cette croissance de la société, bien évidemment, à la fois sur le court terme, mais sur le moyen et long terme. D'accord. Alors, juste, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu? Il y a Yves qui me dit, oui, quid du marché américain, du coup? Est-ce que. Voilà. Très bonne question, Yves. Alors, nous avons fait le choix pour l'instant et au regard de notre capacité d'investissement, de ne pas faire d'investissement conséquent sur le marché américain. Le marché américain, certes, dans notre domaine très général de l'IT de santé, c'est à peu près 40% du marché mondial. Donc, on pourrait nous dire c'est énorme. Néanmoins, j'ai envie de dire, il reste 60% du marché à côté, ce qui est aussi énorme. Donc aujourd'hui, effectivement, si on regarde un petit peu le positionnement d'Intrasens, nous avons fait le choix conscient, il y a 3 ans, de ne pas surinvestir sur le marché américain parce qu'on estimait qu'on avait suffisamment de marchés à l'adresser ailleurs, que ce soit en Europe ou en Asie. Et puis on estimait qu'on n'était pas forcément taillé pour aller adresser ce marché américain, où il faut mettre probablement entre 5 et 10 millions d'euros sur la table pour pouvoir exister. D'ailleurs, ça se voit parce qu'au niveau typologie de société comme Intrasens, il y a Intrasens qui joue en Europe et en Asie, et puis il y a une autre société qui s'appelle Terra qui joue aux US. Aujourd'hui, on reste sur ce positionnement de se développer de manière organique sur France, Europe, Asie, et nous regarderons les US éventuellement à travers un partenariat dans le futur. Pour l'instant, il n'y a pas de plan écrit, mais nous faisons le choix de ne pas investir pour l'instant directement aux US. Ça serait aujourd'hui trop prématuré. Peut-être dans 2 ans, mais aujourd'hui, en 2022, nous souhaitons, par rapport au cash que nous avons disponible,
privilégier, continuer à construire sur les géographies où on a déjà une part de marché. Parce que c'est plus facile de passer de 5% ou 10% de part de marché à 15, Oui, 20, plutôt que de progressivement. partir de zéro. D'accord. Juste un petit mot sur vos concurrents. Je suppose que dans votre métier, vous avez également des principaux concurrents. Et du coup, quels sont vos atouts par rapport à eux? Oui, alors, bien évidemment, des concurrents, on en a, et c'est ça, c'est un signe qu'il y a un marché. Donc effectivement, alors il y a un concurrent tout naturel qui s'appelle TerraRecon, hein, qui est une société relativement semblable à la nôtre, qui est basée aux US et qui adresse principalement le marché US. Nous adressons principalement le marché européen et le marché asiatique. Alors après, chacun a ses solutions un petit peu plus avancées que l'autre dans un domaine, mais globalement, on est assez semblables quand même. Après, bien évidemment, il y a les très gros acteurs de notre domaine, hein, les Philips, GE, Siemens. Ce sont des acteurs qui vendent ce qu'on appelle des modalités, donc des IRM, des scanners, qui prennent, suivant les marchés, à peu près 50% de part de marché en tout, tous ces acteurs réunis. Donc, il en reste quand même 50% pour Mhm. d'autres acteurs indépendants. Et puis enfin, troisième typologie, il y a les hyper spécialistes cliniques. Donc les gens qui vont être hyper spécialistes sur la cardiologie, sur la neurologie ou sur d'autres spécialités. Eh bien nous, effectivement, nous avons une approche où nous adressons l'ensemble du besoin en radiologie et demain en oncologie. Et effectivement, notre positionnement, c'est d'être l'acteur indépendant sur ce domaine-là. Donc, avec des possibilités pour répondre, Christian, à votre question, quelles sont les différenciateurs, pardon, déjà une certaine agilité, Mhm. une certaine proximité avec nos clients. Nous sommes capables pour nos clients de faire des modifications, de faire des évolutions. Bien évidemment, une rapidité de mise sur le marché de nouvelles solutions. Et puis, je pense que ce qui nous différencie aussi, c'est une solution fortement adaptable. C'est une solution avec une ergonomie relativement forte et une forte appétence clinique de notre côté. D'accord. Alors, vous avez communiqué au mois de février sur la signature d'un partenariat donc de 5 ans avec Forcomed. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce partenariat? Oui, alors, Forcomed, effectivement. Donc, on a communiqué là-dessus. Donc, Forcomed, c'est une référence, hein, en Oui. France sur la formation aux médecins, aux radiologues. Euh, deux éléments par rapport à ça. Le premier, ce qui je pense est indispensable pour une société comme Intrasense, c'est se donner de la visibilité. À partir du moment où vous êtes l'outil de référence pour former des radiologues, vous êtes Mhm. visible des radiologues et ça Mhm. c'est fait. D'ailleurs, je pourrais y revenir, nous sommes en train d'investir en marketing au global. Deuxième élément, eh bien, c'est important de générer du chiffre d'affaires, bien Ouais. évidemment. Eh bien, là-dessus, Forcomed, au-delà de nous donner de la visibilité, nous les équipons pour l'ensemble de leur formation, nous équipons l'ensemble de leurs salles de formation. Donc, effectivement, sur la durée du partenariat, c'est un partenariat à plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires directement pour nous. Rien que Mhm. la première année, on dépasse les 100 000 euros. Donc, après, je ne peux pas, Christian, désolé, vous donner les détails du contrat, Oui, oui, non, mais c'est confidentiel. Mais oui. par contre, c'est les deux axes. C'est effectivement du chiffre d'affaires et aussi, bien évidemment, de la visibilité et donc, encore une fois, de la construction à moyen, long terme. Et moi, chez Intrasense, je veux toujours voir ces trois étapes, hein. La tactique, la stratégie et la vision. Donc, le court terme, le moyen terme, le long terme. Et c'est ce qu'on construit depuis plusieurs années, c'est ce qu'on va continuer à construire. D'accord. Donc, question de la part de plusieurs participants. Donc, du coup, vous espérez peut-être pas en 2022 ou peut-être atteindre un EBITDA positif? Ah, alors l'EBITDA. Alors, premier élément, on a en 2020 eu un EBITDA à l'équilibre et Mhm. je pense que c'est important de le souligner par rapport à une société de la medtech cotée en bourse. Et Mhm. c'est le résultat de ces efforts qui ont été faits et de cette structuration qui a été faite sur les années auparavant.
Notre EBITDA en 2021, il est de moins 419 000 euros. Alors pourquoi est-ce qu'il est de moins 419 000 euros? Parce que nous avons commencé au deuxième semestre 2021 à investir pour effectivement aller chercher de la croissance. Donc nous avons investi effectivement, par exemple, en ressources commerciales, Hmm. dans le but que ces ressources commerciales payent avec un retour sur investissement assez rapide. Comme je vous le disais tout à l'heure, Christian, il y a vraiment l'axe commercial où on veut un retour sur investissement à peu près 12 mois en règle générale. Après, ça dépend un petit peu de géographie et ça dépend du stade de business où on en est, si on est mûr, nous, au niveau business dans une géographie ou si on a tout à découvrir. Et puis la partie innovation, on a un retour sur investissement qui est en moyenne de 24 à 36 mois. Donc, par rapport à ça, effectivement, 2021, on investit. 2022, on investit, mais avec deux objectifs. Le premier, c'est le maintien d'une situation financière saine. C'est-à-dire que même si on accepte de dégrader l'EBITDA de manière volontaire pendant un an ou deux, on maintient une situation sous contrôle et saine. Et le deuxième point, c'est bien évidemment aller chercher un EBITDA positif. Alors, on ne donne pas de guidance sur les marchés, Oui, mais évidemment qu'on a ça en tête euh, après une période d'avance de phase d'investissement. Ça reste toujours l'objectif. d'accord. Est-ce qu'il est prévu, justement, dans votre plan de développement, des opérations de croissance externe? Je dirais que tout est possible. Tout est possible. Aujourd'hui, on a levé l'an dernier euh, presque 5 millions d'euros avec un objectif de croissance organique. Donc de croissance par les moyens, entre guillemets, intrasens, Hmm. comme je disais, au niveau commercial et au niveau innovation. On poursuit notre plan par rapport à ça, on a un plan de croissance par rapport à ça et on tient notre plan. Après, effectivement, moi je crois fortement aux synergies, soit des synergies marché, soit des synergies produits ou fonctionnels, et à potentiellement pouvoir mettre ensemble des talents pour croître plus vite. Donc aujourd'hui, il n'y a rien d'écrit, rien de concret, mais Mhm. on ne s'interdit pas sur la période à venir de regarder de potentielles acquisitions pour pouvoir croître plus vite et plus rapidement. Oui. Et je pense que, encore une fois, ce qui est important sur une medtech comme nous, c'est atteindre une certaine taille critique. Vous savez, Christian, on a des coûts fixes en étant une medtech comme nous, hein, des coûts réglementaires, des coûts légaux. Et ce qui est important, c'est donc aujourd'hui, dans la phase où on en est, avec une situation financière saine, augmenter la taille de notre chiffre d'affaires pour pouvoir, encore une fois, hein, atteindre une profitabilité plus forte à moyen terme. D'accord. Juste une petite question sur la nouvelle ligne de produits que vous développez sur l'oncologie. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails? Tout à l'heure, on en a abordé un tout petit peu les éléments tout à l'heure, mais de façon assez rapide. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu cette perspective? Voilà. Oui, alors alors effectivement, à terme, hein, et le terme, le but c'est qu'ils viennent assez rapidement, donc deux solutions complémentaires. La solution Myriam que nous avons actuellement, Mhm. qui adresse le marché de la radiologie sur une notion d'examen, c'est-à-dire scanner des poumons, IRM de la prostate, IRM mammaire, etc. Mhm. Et là, on est utilisé en one shot à un moment donné sur un parcours de soins de patient, que ce soit le parcours de soins en oncologie ou pas. Ça peut être sur l'emphysème pulmonaire, ça peut être sur si je continue sur des choses par Mhm. rapport à ça, par exemple la BPCO, ça peut être sur plein de Mhm. problématiques. Vraiment, on couvre tout de manière large. La partie oncologie, et c'est là où c'est extrêmement intéressant, c'est bien évidemment, on va réutiliser une partie de notre patrimoine technologique et en même temps, on va créer de la valeur ajoutée en ayant une vue longitudinale sur le patient avec une orchestration des outils au bon moment. C'est-à-dire que nous mettons en place une solution qui permet d'adresser le patient sur certains cancers. Hein, les cancers les plus fréquents, c'est poumon, prostate, foie, sein. Et là, à partir du moment du dépistage jusqu'à sa prise en charge, son traitement thérapeutique, ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaire, c'est-à-dire quand tous les professionnels de santé se réunissent pour parler du patient, Ouais. etc., amener une seule et même solution.
avec 3 piliers là-dessus. Le premier pilier, c'est des outils cliniques performants à tout moment du parcours de soins du patient. Et ça, c'est très intéressant, très important. Nous, on a déjà tous ces outils cliniques. Maintenant, on les orchestre de manière intelligente pour qu'il y ait, entre guillemets, le bon outil au bon moment. Le deuxième levier, le deuxième point qui est plutôt nouveau, c'est permettre vraiment une coopération entre professionnels de santé. Aujourd'hui, les professionnels de santé nous disent, nous, on veut casser le silo entre les oncologues et les radiologues, entre les radiologues et les chirurgiens. Et là, encore une fois, il y a un élément clé qui s'appelle la réunion de concertation pluridisciplinaire, où tous les professionnels de santé discutent d'un cas. Troisième élément, si ça sera rendu possible par les deux premiers, c'est la structuration de la donnée. Et aujourd'hui, on a, pour l'imagerie médicale, notre solution, nos solutions qui sont utilisées à chaque étape de vie du patient dans son parcours de soins. Ça veut dire qu'on est capable de structurer de la donnée et derrière de la mettre à disposition des établissements de santé qui sont nos clients ou d'autres acteurs pour la valoriser. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, cette nouvelle ligne de produits en oncologie s'appuie sur ces 3 piliers, la clinique, la coopération, la structuration et valorisation de la donnée de santé. Et ça nous ouvre des perspectives qui sont énormes derrière. On sait très bien tout ce qu'il y a en médecine prédictive, tout ce qui va être calcul pronostic. On peut aller derrière sur autre chose que la pure radiologie, sur d'autres éléments d'imagerie médicale, ou même sur d'autres éléments génomiques, etc. Et là, c'est super puissant. Donc, encore une fois, on garde bien évidemment notre première ligne de produit. Elle a une énorme valeur ajoutée. Elle est utilisée au quotidien par plein de professionnels de santé. Et on s'ouvre d'autres perspectives avec la partie oncologie. Et là-dessus, on est en train de travailler sur ce développement. Donc l'objectif, c'est un prototype en 2022 qu'on fera tester, valider par nos partenaires. Et ensuite, très rapidement, pouvoir commencer la commercialisation dans la suite, donc en 2023, par exemple. D'accord. J'ai eu quelques questions aussi là. Est-ce que vous pouvez nous préciser un tout petit peu donc les prochains jalons en termes de recherche et de développement du coup? Eh bien, les prochains jalons, donc, si on regarde un petit peu au global, sur notre plateforme Myriam, Mmh. peut-être que nos auditeurs le savent, il y a un nouveau règlement européen en termes de marquage réglementaire. Donc là, on est en train de finaliser notre version qu'on appelle 2.10 pour la soumettre au nouveau règlement européen. On a cette force chez Intrasense qui est d'avoir une très bonne connaissance, de très bonnes compétences en réglementaire. Et donc ça nous permet de passer cette étape-là. Donc ça, c'est une première étape sur Myriam. Ensuite, on commence à réfléchir à la prochaine version de Myriam avec une volonté de revoir aussi tout ce qui est interface, ergonomie, etc. Donc ça va être un travail qui va se faire sur la deuxième moitié de l'année. La première moitié de l'année étant fortement prise sur la soumission au nouveau règlement européen. Donc ça, c'est toute la partie Myriam. Et d'un point de vue jalon sur la partie oncologie, on est en train de travailler au développement, à la spécification du prototype pour qu'en deuxième moitié d'année, et on travaille bien sûr de concert avec nos partenaires cliniques pour Mmh. pouvoir leur présenter. Tout ça, ce qui est important aussi, c'est que nous, on est là pour créer des outils cliniques et pas encore eu la question, mais il y a aussi la notion d'intelligence artificielle qui est très à la mode dans notre Oui, domaine. c'est vrai. Mmh. L'intelligence artificielle, donc nous, on fait le pari de l'intégrer dans nos solutions, que ce soit nos propres solutions d'intelligence artificielle qu'on développe ou des solutions de nos partenaires. Mmh. Et donc, le but, j'ai un tout petit peu caricaturé, Christian, si vous me permettez, c'est quasi de rendre invisible l'intelligence artificielle. En fait, c'est d'amener le meilleur outil au meilleur moment aux professionnels de santé. Et effectivement, on a déjà signé des partenariats avec des sociétés, on a communiqué dessus sur l'intelligence artificielle, et on va continuer de le faire pour enrichir notre portfolio, encore une fois, que ce soit à travers des partenariats ou à travers du développement interne. Donc voilà un peu sur les grands jalons à la fois Myriam, à la fois l'oncologie, et puis des choses transverses comme l'intelligence artificielle, etc. Mmh. D'accord. Au niveau de tous, enfin de votre activité et puis donc du coup des investissements qui sont prévus,
comment comptez-vous financer justement votre développement? Parce qu'il y a une question tout à l'heure d'un participant qui dit, ben, OK, mais est-ce que du coup, vous n'allez peut-être pas lancer une autre augmentation de capital en 2022 ou 2023 pour développer votre croissance, tout simplement? Alors, pour l'instant, alors encore une fois, on ne s'interdit rien. C'est-à-dire que moi, mon objectif et l'objectif premier du comité de direction, des équipes et du conseil d'administration, c'est faire grandir cette société, donc faire croître le chiffre Mhm. d'affaires et maintenir une situation financière saine. Pourquoi? Pour créer de la valeur, hein. De la valeur pour nos clients, de la valeur pour nos actionnaires, de la valeur pour tout le monde. Ensuite, par rapport à ça, aujourd'hui, notre visibilité en trésorerie, c'était ce que je montrais tout à l'heure. Donc, on a Mhm. quasi 5 millions de trésorerie de disponibles. On a, avec le plan ambitieux de développement que l'on a, qui est principalement un plan de recrutement, on a plus de 2 ans de visibilité de trésorerie devant nous. Donc, c'est confortable là-dessus, même si on ne s'endort pas là-dessus. Bien évidemment, le but, c'est d'utiliser cet argent de l'augmentation de capital pour aller chercher cette croissance et créer de la valeur. Donc, encore une fois, plus de 2 ans de visibilité. Après, comme on le disait, si on a une opportunité d'acquisition, s'il y a d'autres opportunités, eh bien, on se réserve le droit de faire appel au marché ou à des investisseurs. Mais en tout cas, par rapport à nos développements commerciaux sur Myriam et nos développements d'oncologie, on a de la visibilité. C'était ce qu'on avait communiqué l'an dernier lors de l'augmentation de capital. Et c'est comme ça qu'on utilise cet argent. D'accord. Juste un petit peu au niveau du cours, là, il y a pas mal de questions sur le cours des actions qui, ben, depuis l'augmentation de capital, ont chuté pour aujourd'hui, je crois, se stabiliser un petit peu autour des 0,40 ou 0,45 euros. Est-ce que vous pouvez l'expliquer un tout petit peu ou est-ce que vous il est prévu peut-être plus tard d'avoir une politique de rachat d'actions ou voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, alors bon, c'est toujours très compliqué d'analyser un cours de bourse. Alors, ce que l'on peut voir en tout cas, c'est que depuis 3 mois, les medtech, dans leur globalité, ont chuté de 30% sur la bourse. Heureusement, des problèmes de confiance par rapport aux événements extérieurs, aussi des medtech qui ont été des valeurs refuges pendant toute la période Covid. Il ne faut pas oublier toute la période Covid où les medtech ont énormément bénéficié d'augmentation de leur cours de bourse. Donc on paye un petit peu ça avec aujourd'hui d'autres industries que la medtech qui intéressent des investisseurs. Donc toute la medtech, encore une fois, a baissé sur 3 mois d'à peu près 30%, nous compris. Après, ce qui est évident, hein, et nos actionnaires le savent bien, c'est qu'aujourd'hui, on a encore un actionnariat qui est énormément dilué, qui est énormément aux flottants, hein, aux petits porteurs, C'est ça? qui nous ont fait confiance, bien évidemment, et on leur en est très reconnaissant. Il y avait eu, jusqu'en 2018 ou 2019, des contrats d'OCAPSA qui avaient été mis en place auparavant et par le passé. Tout ça, ça a été arrêté. Aujourd'hui, il n'y a plus de financement dilutif ou autre d'intrasens. Après, bien évidemment, notre objectif, c'est de faire remonter ce cours de bourse autant que possible. Et pour ça, moi, ce à quoi je crois, c'est avant tout les résultats. Mhm. Si je regarde en 2018, quand j'ai pris la direction de la société, on doit avoir un cours de bourse aux alentours des 0,16 ou 0,20. Donc on arrive à le faire remonter. Après, ça va prendre un petit peu de temps, mais le but, c'est bien évidemment de la création de valeur. Et je pense qu'aujourd'hui, le cours de bourse ne reflète pas la valeur de la société. C'est évident. Donc on va continuer à y travailler. C'est aussi pour ça qu'on a renforcé notre équipe marketing et de communication qui vient d'arriver là en début d'année pour donner un petit peu plus un nouveau souffle par rapport à ça. Oui. Alors c'est vrai, juste pour préciser à certaines personnes qui s'intéressent, c'est vrai, en concours de bourse, faut le dire, pendant le Covid, le titre est monté à plus de 2 euros, a profité de l'engouement justement de ce secteur-là, puisque vous proposez donc des solutions pour déceler le Covid, enfin du moins la Covid, voilà, dans votre entreprise. Après, voilà. Mais c'est vrai que bon, là, ça vaut 40 centimes d'euros. Donc c'est vrai quelqu'un qui disait, mais à quand les 1 euro? À quand les 1 euro?
Voilà. Donc, et puis est-ce que vous allez aussi peut-être commencer à peut-être un jour avoir un actionnaire de référence? Est-ce que vous cherchez un actionnaire de référence ou voilà. Oui, deux éléments par rapport à ça. Le premier, c'est, moi j'aimerais faire référence à une étude indépendante de la société, Mhm. une étude d'analyste qui a été menée par All Invest, qui effectivement affiche un objectif de cours aux alentours des 1 euro. Euh, voilà, moi j'espère effectivement pouvoir au moins atteindre ce cours, voire plus. Ça sera possible effectivement par une hypercroissance du chiffre. On est sur la medtech, sur un domaine, à tort ou à raison, hein, mais qui valorise beaucoup la croissance de chiffre d'affaires. Sur les 3 dernières années, bien sûr qu'on a fait une croissance quasi à 2 chiffres tous les ans, quasiment tous les ans une croissance à 2 chiffres. Après, encore une fois, on a été chercher l'EBITDA. Et effectivement, sur les marchés, les gens regardent en première intention la top line avant la bottom line. Donc aujourd'hui, on passe dans une phase différente. On espère que ça permettra d'un petit peu mieux retranscrire la performance de la société, qui est plutôt bonne par rapport à son cours de bourse. Et je trouve que l'analyse All Invest est plutôt intéressante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que de voir que leur prévision de chiffre d'affaires 2021, eh bien, nous l'avons dépassée, Mhm. que ce soit en chiffre d'affaires ou même en termes d'EBITDA. Mhm. Alors ensuite, sur votre question, ben, oui, il est évident que avoir un actionnaire de référence serait plus facile d'un point de vue gouvernance de la société. Ça serait plus facile d'un point de vue des quorums en assemblée générale. Ça serait plus facile d'un point de vue échange, parce qu'aujourd'hui, on a 7000 ou 7500 actionnaires, donc c'est très compliqué. Et je comprends leur frustration d'échanger, d'avoir des discussions, etc. Donc oui, bien évidemment, si on a l'opportunité d'avoir un actionnaire de référence, on la regardera et que je pense que ce sera une chose saine pour la société à court ou moyen terme. Oui. Mhm. D'accord. Juste, est-ce qu'il y a des questions au niveau de la communication? Est-ce qu'il est prévu de communiquer davantage sur les résultats? Bon, il y a d'autres questions que je ne pourrais pas poser. Voilà, mais enfin, est-ce que vous, vous investissez aussi personnellement dans votre entreprise? Est-ce que, voilà, est-ce que vous êtes, comme dirait Christophe, est-ce que vous investissez vos économies dans l'entreprise? Alors, est-ce que vous pouvez juste répondre à ces deux petites questions? Alors oui, d'un point de vue communication, on fait des efforts et on va continuer à faire des efforts. Donc nous avons renforcé notre équipe marketing et communication. Euh, Mhm. nous travaillons par exemple, alors c'est pas directement de la communication actionnaire, mais sur donner plus de visibilité à travers notre site web. Il y en aura un nouveau qui va arriver dans l'année. Nous travaillons et nous avons vraiment ça en tête avec notre agence de communication, essayer de donner des nouvelles au marché le plus souvent possible. Nous faisons ce webinaire, nous allons en faire Mhm. d'autres. Euh, Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que assez souvent, on est sur des contrats commerciaux où on ne peut pas donner le détail des montants. Par exemple, tout à l'heure, Christian, vous me posiez la question sur Forcomed et vous avez tout à fait Oui, raison de oui. poser cette question-là, mais voilà, assez souvent, on ne peut pas mettre des montants dans ces contrats et donc effectivement, ça peut être relativement frustrant, je le comprends. Néanmoins, quand on publie un communiqué de presse sur un partenariat ou autre, c'est que généralement, il y a du chiffre d'affaires en face. Alors après, bien évidemment que tout le comité de direction est intéressé, de par sa structure de rémunération, etc., à la croissance de l'entreprise. Et moi aussi, bien évidemment, personnellement. Donc ensuite, en tant que dirigeant, on est soumis à des règles sur les capacités que l'on peut de pouvoir investir ou non dans sa société. Donc, et puis après, Mhm. ça c'est aussi quelque chose de personnel par rapport à ce que je souhaite faire ou pas. Mais oui, bien évidemment, on est tous au niveau du comité de direction, même plus largement, intéressés à l'objectif de croissance de la société et intéressés aussi à son cours de bourse. Mhm. On est tous dans, entre guillemets, le même bateau, hein, avec un objectif de faire croître cette société. Donc on partage tous les mêmes ambitions et les mêmes objectifs. D'accord. Écoutez, je vois que le temps passe vite.
Je vais simplement peut-être vous demander de résumer un tout petit peu quels sont les éléments forts que vous voulez mettre soulignés pour cette année 2022 et peut-être donc les années à venir, que ce soit en termes donc de produits, de commerce ou tout simplement en termes de finances. On parlait des EBITDA ou du chiffre d'affaires. Est-ce que vous pouvez juste faire un petit résumé? Et puis, comme dirait Christopher, pourquoi pas racheter Manakea, enfin d'autres d'autres choses. Voilà, est-ce que vous pouvez répondre à ces questions? Alors, alors bon, Monakea, on connaît bien. Alors, racheter Monakea, Ouais, ils ne sont pas véritablement dans notre dans domaine. votre business. Pas directement dans notre business. Oui, cette visio, c'est pas directement notre business. Mais néanmoins, effectivement, potentiellement faire des fusions ou des rachats de sociétés dans notre business, je pense que ça peut être une bonne option. Christopher a raison. Euh, Ensuite, sur les points clés, c'est tout d'abord, bien évidemment, merci à nos actionnaires de nous avoir fait confiance lors de l'augmentation de capital de l'an dernier. Je pense que depuis 2018, on a dit ce qu'on allait faire et on a fait ce que l'on avait dit. Et ça, c'est important. Hmm. On avait dit qu'on aurait une phase où on travaillerait sur la rentabilité, sur l'EBITDA. On a atteint un EBITDA groupe conso à l'équilibre en 2020 et 2021, à peu près moins de 400 000 d'EBITDA, mais qui s'explique largement par les débuts d'investissement sur l'oncologie et sur Hmm. la partie commerciale. Nouvelle gamme de produits. 2022, c'est vraiment une année pivot où effectivement, sur cette année, on a un plus fort investissement où on va s'attendre à des premiers retours sur investissement commerciaux, mais qui vont arriver en cours d'année, et où on a fait à peu près 4 millions de chiffre d'affaires en 2021. Bien évidemment, on veut continuer cette croissance, et je dirais, on a fait 22% de croissance l'an dernier. L'objectif, c'est de faire encore mieux. Bien évidemment, si on a embauché de nouvelles ressources commerciales, c'est d'aller au-delà de cette croissance-là. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Donc sur cette courbe de croissance, c'est de la continuer, c'est d'aller chercher la croissance, de maintenir une situation financière saine. Ça veut dire, d'un point de vue géographique, réussir à mitiguer nos différentes géographies, à bien gérer nos différentes géographies, et aussi d'un point de vue produit. Et je pense que Intrasense, on est passé d'une société qui était monoproduit et quasi monogéographique, bigéographique il y a quelques années, à aujourd'hui une société qui gère beaucoup mieux son risque et qui va encore mieux le gérer dans le futur. Et je pense que oui, l'idée, c'est vraiment croissance de chiffre d'affaires, situation financière saine, croissance organique, situation financière saine, et ne rien s'interdire pour toujours aller créer plus de valeur. D'accord. J'ai juste oublié une question tout à l'heure en termes de géographie. Est-ce que vous prévoyez d'aller sur le marché africain? Pas aujourd'hui directement. On vend en Afrique du Nord, au Maghreb, D'accord. quelques solutions. Après, les marchés africains, d'un point de vue équipement en imagerie, et par rapport à ce qu'on est capable de faire au point de vue prix, sont pas directement tous adressables. Certains marchés, oui, mais ça reste quand même à la marge aujourd'hui. D'accord. Et puis, juste une petite remarque, du coup, Intrasense serait peut-être opéable, non, par une grande entreprise? Un croissance, oui, à partir du moment où Est-ce que vous avez, comme ça, entre nous, déjà été approché? Oui, bien évidemment qu'on a déjà été approché. Intrasense, c'est une société cotée en bourse. À partir du moment où vous êtes coté en bourse, vous êtes opéable. Tout dépend du prix qui est mis sur l'OPA. Après, vous avez les OPA agressives et les OPA amicales. Ce qui est évident, c'est que Oui. sur une société qui est une société de logiciels, l'OPA ne peut être qu'amical parce que ce qui compte Ouais. avant tout, c'est les hommes et les femmes qui font la société. Donc, il faut qu'on adhère à un projet. Donc, on est dans un monde qui bouge, on est dans un monde qui se consolide. Et ça, c'est important d'avoir en tête. Et cette consolidation d'acteurs, elle a pour but de, un, avoir des solutions complètes à apporter aux clients et deux, avoir une taille suffisamment critique pour pouvoir adresser les marchés mondiaux. Donc, c'est un de nos objectifs d'atteindre cette taille critique et d'avoir un portfolio relativement complet par notre développement organique et inorganique. Et on peut très bien imaginer, effectivement, il y a déjà eu des discussions, c'est tout à fait normal, qu'il y ait des acteurs plus gros que nous, qui aient aussi cette réflexion-là. Mm. Donc après, quel sera l'avenir d'Intrasense, on verra, mais notre objectif, dans un premier temps,
c'est bien de faire grossir cette société et d'aller créer de la valeur. Et cette valeur, elle sera créée peut-être par un partenariat à terme, on le Mhm. verra. Mais en tout cas, le but, c'est de créer de la valeur. D'accord. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions concernant l'activité, concernant les résultats? Quand les publications au trimestre, me demande Sébastien, alors voilà, Sur le trimestre, donc aujourd'hui, on n'est pas sur un marché boursier qui nous demande des publications au trimestre. voilà. Aujourd'hui, vous êtes sur Euronext Growth et donc ça, c'est tous les 6 mois. Voilà. Voilà, tous les trimestres, c'est légal sur le marché de l'Eurolyst, des compartiments ABC. Mais bon, après, c'est vrai que vous pourriez de temps en temps faire peut-être un peu plus de communication. C'est ce que j'ai ressenti un petit peu au niveau de différents participants, d'accord? Voilà. Oui, oui, tout à fait, je prends le point. Après, on est sur un marché qui est relativement saisonnier et Oui. qui peut assez fortement varier d'un mois à un autre, d'un semestre à un autre. C'est pour ça qu'au niveau semestre, ça a du sens de publier des résultats. C'est-à-dire qu'on sait comparer un semestre avec un autre. Mm. Euh, Au trimestre ou au mois, c'est quand même extrêmement compliqué parce Mm. que, vu nos niveaux de chiffre d'affaires, il suffit de faire rentrer un gros deal pour que ça fasse monter un trimestre ou alors que le deal décale sur un trimestre. D'accord. Ensuite, enfin, là-dessus, publier des comptes au trimestre, publier des comptes, ça veut dire à travers un audit, c'est Oui. relativement long, ça nous prendrait pas mal de temps. Mais j'entends le point de donner plus de visibilité. Le prends. D'accord. Et donc, est-ce que vous pouvez rappeler juste, si c'est possible, hein, l'objectif à peu près des EBITDA fin 2022 et 2023 éventuellement? Alors, on ne donne pas de guidance, hein, encore une D'accord. fois, on n'en a jamais donné. On restera sans en donner pour l'instant. Après, encore une fois, on fait deux types d'investissements. Des investissements d'un point de vue commercial, avec un objectif de retour sur investissement à 12 mois, et des Mhm. investissements de type innovation, avec un objectif de retour sur investissement à 24-36 mois. Donc 2022, bien évidemment, c'est une année d'investissement. Mais c'est aussi une année de croissance de chiffre d'affaires et pour derrière continuer tout cela sur 2023-2024. Donc, on a en tête le fait de garder une situation financière saine et bien évidemment d'aller chercher un EBITDA positif dès que possible. D'accord. Petite question encore de la part de Christopher. Quelle sera votre stratégie commerciale pour vendre Mira en Chine? Et donc après, ça revient aussi aux États-Unis, pourquoi pas? Mais bon. Eh bien, je dirais on va transposer à la stratégie européenne, bien évidemment, avec les particularités du marché Chine. Donc en France, par exemple, la cible numéro un, ce sera des CHU et CLCC, et des Rose Clinics sont les centres qui sont agréés à prendre en charge les patients atteints d'un cancer. En France, il y a à peu près 700 établissements agréés à prendre en charge les patients atteints du cancer. Et bien en Mhm. Chine, ce sont les hôpitaux de tier 3, donc les plus haut de gamme, les hôpitaux qui ont un impact provincial que l'on va adresser. Donc là, il y en a plusieurs milliers et on va les adresser avec notre offre. Ce sera une offre qui sera déployée chez le client et également potentiellement en SaaS. Et on va la déployer à la fois, enfin, commercialiser, à la fois en direct, où on a redéployé notre commercial d'un point de vue géographique sur les différentes Mhm. provinces, et à la fois avec nos partenaires que nous avons là-bas. Hein. Nous avons Minfang, Panda, Wandong, différents partenaires producteurs de modalités d'équipement Mhm. qui pourront également nous aider à distribuer la solution. Donc voilà, une approche centrée sur les hôpitaux haut de gamme, le tier 3 et même la tranche haute des tier 3 par rapport à ça. Et un D'accord. fort potentiel sur la Chine. Hein. D'accord. Donc, ben, c'était un peu pour répondre aussi à Christopher qui me demande, est-ce que votre répertoire est-il complet et fiable pour aller en Chine ou il faut encore l'améliorer ou... Aujourd'hui, on vend Myriad en Chine depuis de nombreuses années. Hein. La Chine représente 30% de notre chiffre. La solution est localisée dans chinois et on est installé sur plus de 300 hôpitaux, dans plus de 300 hôpitaux en Chine, hein, dans toutes les provinces. Donc, effectivement, la Chine, gros marché. Et notre objectif en Chine, c'est de croître plus vite que le marché. D'accord.
Il y a une question de la part de Dominique, mais je ne la comprends pas très bien. C'est est-ce que vous percevez des aides de l'État? Alors, oui, enfin, on perçoit le crédit impôt recherche, c'est pas vraiment Mhm, une aide de l'État, mais c'est un crédit d'impôt par rapport à toute la partie innovation, R&D, etc. mhm, Ensuite, on travaille sur des projets financés. Effectivement, tout à l'heure, je parlais de IDEMO, Innov, etc. Ce sont mhm, des projets oui, fléchés d'innovation. mhm, Et nous avons bénéficié d'un prêt garanti par l'État il y a quelques temps maintenant, en 2019 de mémoire. Effectivement, alors c'est pas tout à fait des subventions, bien évidemment, un prêt garanti par l'État, c'est un prêt qu'on rembourse. Euh, mhm. mais voilà, dans les grandes lignes, effectivement. D'accord. Et est-ce que vous pouvez préciser un tout petit peu le nombre de licences que vous avez dans le monde entier ou... Alors, depuis la création de la société, on a déployé Myriam sur à peu près 1000 sites à travers le monde. Après, ce que l'on voit, c'est que ce rythme s'accroît. Si je prends, alors, j'ai pas regardé les chiffres 2021, mais en 2020, on a installé plus de 150 nouvelles licences, par exemple. 2021, je suppose que c'était encore plus. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est l'augmentation du nombre d'installations que l'on fait tous les ans. Donc, si on regarde 1000 depuis le début depuis la création de la société, dont 150 en plus en 2020, je crois plus de 200 ou 300 en plus en 2021. Mhm. Donc, ce chiffre est croissant. Et le but, c'est de continuer comme ça. D'accord. Alors, juste pour répondre à Christopher, vu les perspectives un petit peu de l'entreprise, comment vous pouvez passer de 400 voire à 1000 ou pourquoi pas 2000 hôpitaux? Ah bah, c'est tout l'objectif. Donc pour ça, ça va être euh, déployer plus de forces commerciales. Je pense qu'on a atteint un bon niveau de pénétration de marché à travers ce qu'on appelle du B2B, que ce soit d'avoir comme client les grands fabricants de modalités, Mhm. des acteurs du healthcare IT. Et puis, ben, aujourd'hui, on déploie plus de monde sur le terrain pour être capable d'aller adresser plus d'hôpitaux, hein. Il y en a plusieurs milliers en France et il y en a plusieurs dizaines de milliers en Chine, par exemple, pour ne prendre tous ces deux pays. Effectivement, le but, hein, c'est d'essayer de mieux couvrir les géographies sur lesquelles on est déjà, mais par Mhm. contre de rester focalisé. D'accord. Pas de s'éparpiller partout. C'est vraiment de rester focalisé. Et encore une fois, je préfère qu'on soit fort sur 3-4 géographies plutôt que dispersé sur 30 pays. D'accord. Au niveau de votre offre, est-ce que la maintenance est comprise dans le tarif, entre guillemets, ou alors vous percevez des revenus pour la maintenance? Alors, il y a sur la partie Myriam, hein, parce que la partie oncologie n'est pas encore commercialisée. Donc, sur la partie Myriam, il y a deux approches commerciales possibles. Il y en a une première qui est la vente d'une licence qu'on appelle perpétuelle. Donc, le client possède la licence, droit d'utilisation perpétuel. Et là-dessus, le client peut prendre un contrat de maintenance, un contrat de service, qui donc lui donne droit aux upgrades, à notre call center, etc., Mhm. etc. Ça, c'est le modèle le plus déployé. Pourquoi? Parce qu'il correspond au modèle industriel standard et le plus voulu par les hôpitaux, notamment les hôpitaux publics. Donc oui, dans ce cadre-là, à chaque fois qu'on vend une licence, derrière, la plupart du temps, il y a un contrat de service. Ce contrat de D'accord. service peut être d'à peu près 15% du montant, 15% annuel du montant de la licence. Et enfin, il y a un deuxième modèle qui est une licence annuelle, tout service compris, All que l'on inclusive. peut vendre à un hôpital aussi. Donc voilà, il y a les deux modèles qui coexistent, avec historiquement le modèle de la licence perpétuelle qui était beaucoup plus fort. Et ça, c'est en train d'évoluer. Euh, Tout ça est lié aux possibilités technologiques également, bien évidemment. D'accord. Ok. Juste, bon, je vois que l'heure passe très très vite. Quels seraient vos atouts déjà par rapport à des grosses boîtes comme Philips déjà, par exemple? Et puis, est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire copier, notamment que vous êtes implanté, enfin, plus ou moins en Chine? Alors, je vais
Pour moi, c'est pas le gros qui mange le petit, c'est le rapide qui mange le lent dans notre domaine. On D'accord. est sur un domaine où il faut savoir innover en permanence. Alors, moi-même et pas mal de mes collègues au sein de la société, on est passé par de beaucoup plus gros groupes. Ces plus gros groupes, on voit l'innovation, elle vient d'où chez eux? Elle vient surtout à travers des acquisitions. En fait. Donc nous, notre force, c'est effectivement d'être rapide, de s'adapter au marché et de s'adapter aux besoins de nos clients. Donc c'est là-dessus que l'on mise. Alors effectivement, on n'a pas la force commerciale ou la force marketing d'un Philips, d'un Oui, Philips. oui, bien sûr. Néanmoins, on a la force d'innovation et on est proche de nos clients. Et je pense que c'est ça qui fait la différence et qui fait qu'aujourd'hui, on a une part de marché qui n'a pas à rougir quand on se compare à nos petits concurrents en France ou en Chine, par exemple. Mm. On est très bien positionné. D'accord. Et peut-être pour terminer, je ne sais pas, est-ce que vous faites appel à la recherche et développement donc, d'institutions publiques comme l'INSERM, les universités ou des choses comme ça? Ça nous arrive, bien évidemment, ça nous arrive. On discute, on a déjà travaillé avec des universités, avec des Mm, hôpitaux universitaires qui nous ont permis de mm, valider des algorithmes. mm, On a déjà travaillé avec des écoles, on a acheté ou licencié des algorithmes. On a des discussions très régulières avec les SAT, les sociétés de transfert de technologie, qui permettent de mm. transférer la technologie des universités aux industriels. Donc oui, bien sûr, ça fait partie, c'est un des leviers d'accélération que l'on a au niveau innovation. Et encore une fois, c'est en étant réactif par rapport à ses partenaires qu'on pourra amener la meilleure innovation le plus rapidement possible sur le marché et faire la différence par rapport aux très gros qui ont des R&D certes mondiales, mais beaucoup plus lentes. Il faut dire que aussi vous êtes beaucoup plus flexible qu'une grosse entreprise. Voilà, des grosses machineries, c'est souvent un peu long à la détente, comme on dit, alors que vous, déjà, c'est beaucoup plus flexible. La part des services dans les revenus, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, Dominique. Il me semble que c'était 15%, c'est ça? Alors, d'un point de vue, oui, pour donner un ordre de grandeur, quand on vend une licence 100, Hmm. derrière, on a entre 15 et 20 chaque année en contrat de service qui va tomber D'accord. Voilà. pour 3, 5, 7 ans, selon la durée du contrat de service. Donc ça, c'est l'ordre de grandeur. En moyenne, un contrat de service, c'est entre 15 et 20% du prix d'acquisition d'une licence. Ce qui est les données marché. Hmm. Bah, D'accord. Bon, bah, écoutez, parfait. Je vois que pour l'instant, il n'y a plus trop de questions. On a essayé, il y avait beaucoup de questions sur l'implantation. Donc, aux États-Unis, vous avez répondu. Il y avait des questions sur le cours de bourse, on a répondu. Il y avait des questions sur l'activité, sur la diversification avec, donc, du coup, l'oncologie, etc. Donc, je pense que tous les thèmes ont quasiment, j'espère, du moins été abordés. Avant de terminer, est-ce que vous avez quelque chose à vouloir préciser ou pas? non, bah, moi, voilà, le message clé, je pense, c'est encore une fois, merci à nos actionnaires de nous avoir fait confiance sur l'augmentation de capital. On rentre dans une nouvelle phase et là-dessus, tout le monde est aligné au niveau de la société, que ce soit le comité de direction, les équipes, le conseil d'administration, sur aller chercher de la croissance de manière saine. Mhm. Euh, on est concentré là-dessus, très clairement. Ensuite, bah, moi, la leçon, là, c'est qu'il y avait beaucoup de questions et je trouve ça très, très bien. Je trouve que ce format est très intéressant, peut-être encore plus intéressant que de dérouler des diapos de manière standard et habituelle. Donc, j'ai envie de dire pourquoi pas, si ça répond à un besoin aussi de nos actionnaires ou futurs actionnaires, renouveler cet exercice dans quelques mois. Encore une fois, voilà. Le but, c'est d'expliquer. Il y a des choses qui sont quelquefois compliquées à expliquer dans un communiqué de presse et rien ne vaut une interaction. Et donc, Ouais. merci, Christian, pour cette invitation et pour nous avoir permis. Mais si je peux résumer un tout petit peu au niveau de ce qu'il faudrait faire un peu plus tard, donc du coup, dans les années à venir, donc c'est un petit peu plus apparemment de communication, que ce soit en termes de licence ou autre chose, pour voilà, tout simplement communiquer davantage
C'est ce que je vois ici sur les C'est ce que questions. vous vivez. Voilà, et peut-être après, c'est vrai, bon, préciser, alors, vous savez que vous êtes réglementairement obligé de publier tous les 6 mois, ou lorsqu'il y a une opération financière. Voilà, donc comme dirait Bob, rendez-vous en septembre pour un autre point. Je ne sais pas si vous avez prévu autre chose avant, mais en tout cas, ben, merci déjà à tout le monde d'avoir participé, d'avoir pris du temps pour donc cette présentation des résultats de l'exercice 2021 d'Intrasens. Ben, écoutez, merci Nicolas, merci Lionel, même si on n'a pas trop entendu aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, ben, comme dirait un des participants, peut-être on se redonnera rendez-vous avec un cours au-delà de 1 euro. Pourquoi pas? C'est tout l'objectif, je pense, de la société. Voilà. Dans ce sens. Merci beaucoup, merci à tous. Merci, Christian. Allez, bonne journée, merci. Au revoir.